Il a passé 10 ans sans sourire, 10 ans à vivre comme si son cœur avait été enterré avec elle. Mais lorsque cette femme a franchi le portail du domaine par un matin de mars, quelque chose qu'il croyait mort a commencé à s'éveiller. Pouvez-vous imaginer ce que signifie recommencer à ressentir après une décennie entière de vide? Ce que cela signifie quand quelqu'un, simplement par sa présence, par sa façon d'être, vous rappelle que vous êtes encore en vie? Cette histoire s'est déroulée dans l'arrière-pays provençal, en mars 1923. Avant de continuer, dites-moi une chose. D'où regardez-vous cette vidéo? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. J'adore savoir que ces histoires atteignent tant d'endroits différents. Et si vous aimez les histoires d'amour véritables, de résilience et d'émotion, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, venez avec moi, car cette histoire va toucher votre cœur du début à la fin. Le mât du silence se trouvait à 8 lieues du village de Saint-Célestin, niché entre des collines douces, couvertes de garrigues et de forêts de chênes verts et de cyprès que le Mistral faisait murmurer jour et nuit. Le nom n'était pas seulement poétique, il était littéral. Quiconque visitait la propriété pour la première fois ressentait le poids de ce silence comme une chose palpable, quelque chose qui oppressait la poitrine et poussait les gens à parler à voix basse, sans comprendre pourquoi. Raphaël Valmont, propriétaire de ces terres prospères de près de 500 hectares, avait 42 ans en ce mois de mars 1923, mais son visage marqué par le temps et la tristesse lui donnait l'air d'en avoir 10 de plus. Grand, les épaules larges de celui qui travaille depuis l'aube. Une barbe poivre et sel toujours taillée, avec une précision militaire. Des yeux bleus qui furent jadis vibrants, mais semblaient désormais délavés, comme un tissu laissé trop longtemps au soleil. Il portait toujours les mêmes vêtements sombres, des chemises en coton épais, des pantalons de velours côtelés noirs, des bottes en cuir qui frappèrent le parquet de bois du mât avec un son cadencé et solitaire. Il se réveillait tous les jours à 5 heures du matin, quand le ciel n'était encore qu'une masse gris foncé parsemée d'étoiles tenaces. Il se lavait le visage à l'eau froide dans une bassine émaillée, se rasait en silence en regardant son propre reflet dans le miroir comme on dévisage un étranger, s'habillait méthodiquement. Il descendait à la cuisine où Marthe, la cuisinière de 60 ans passés, qui travaillait là depuis avant la tragédie, avait déjà préparé le café noir fumant et le pain de campagne. Ils échangeaient peu de mots. « Bonjour, monsieur Raphaël. »« Bonjour, Marthe. » Rien de plus. Il buvait son café debout, regardant par la fenêtre la cour où les premiers rayons du soleil commençaient à dorer la terre battue. Il mangeait son pain sans appétit, comme on s'acquitte d'une obligation. Ensuite, il sortait inspecter le domaine, discutait avec les ouvriers agricoles du bétail, de la clôture du pâturage sud, qui avait besoin de réparation, de la traite, des vignes, des chevaux. Il donnait des ordres précis, justes, ne haussait jamais le ton. Les hommes le respectaient, mais le craignaient aussi un peu. Non pas qu'il fût cruel, mais parce qu'il y avait en lui une froideur, une distance qui créait un abîme entre lui et le reste du monde. Raphaël n'avait pas toujours été ainsi. 10 ans plus tôt, en avril 1913, il était un homme différent. Il riait fort, chevauchait au galop à travers champs pour le seul plaisir de sentir le vent sur son visage, jouait de la guitare les soirs de pleine lune, dansait avec sa femme sous la tonnelle. Claire était son nom. Claire Valmont, née Claire Béatrice Delorme, fille d'un notable du village, une jeune femme de 22 ans lorsqu'ils se marièrent. Elle avait des cheveux noirs comme une aile de corbeau, des yeux sombres pleins de vie, un rire cristallin qui faisait taire les oiseaux pour l'écouter. Raphaël l'aimait avec une intensité qui l'effrayait lui-même. Lorsque Claire tomba enceinte la 2e année de leur mariage, Raphaël crut que son bonheur ne tiendrait pas dans sa poitrine. Il rénova une chambre entière de la maison pour en faire la nursery, peignit les murs en bleu ciel, fit venir d'Avignon un berceau en bois sculpté, acheta des couvertures en laine et des vêtements minuscules que Claire passait des heures à admirer.
Il parlait au ventre de sa femme tous les soirs, racontait des histoires sur le domaine, sur les chevaux, sur la façon d'apprendre à leur fils à être un homme bon et juste. Mais la vie a une manière cruelle d'arracher le bonheur juste au moment où il semble le plus solide. Le travail de l'accouchement commença une nuit d'avril, alors que le printemps peinait encore à réchauffer l'air et qu'une pluie fine tombait sans cesse. On appela la sage-femme Madame Marguerite, une femme expérimentée qui avait mis au monde la moitié des enfants de la région. Mais dès le début, quelque chose n'allait pas. Claire criait de douleur plus que de raison. Le bébé ne descendait pas, les heures s'étiraient. Raphaël faisait les 100 pas dans le salon, les mains tremblantes, priant tous les saints qu'il connaissait. Lorsque l'aube arriva, apportant une lumière grise et froide, Madame Marguerite sortit de la chambre, le visage couvert de sueur et avec une expression que Raphaël n'oublierait jamais. Elle n'eut pas besoin de parler, il sut. Il entra dans la chambre et vit Claire allongée sur le lit, pâle comme la cire des bougies qui brûlaient encore dans les coins, les lèvres violettes, les yeux clos. Le bébé, un garçon parfait, était enveloppé dans un drap à côté d'elle, immobile lui aussi. Silencieux lui aussi, Raphaël ne pleura pas à ce moment-là, il ne cria pas, il ne brisa rien. Il resta simplement debout à côté du lit, regardant sa femme et le fils qu'il ne connaîtra jamais. Et quelque chose en lui mourut avec eux, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui faisait de lui un humain. L'enterrement eut lieu 2 jours plus tard, sous une pluie persistante qui transforma le cimetière du village en bourbier. Raphaël porta le petit cercueil blanc de son fils dans ses bras, suivi du cercueil plus grand de Claire, porté par 4 hommes. La sœur cadette de Claire, Béatrice, pleurait de manière incontrôlable, soutenue par sa mère. Le curé récita les prières habituelles, des mots sur la miséricorde divine et les desseins impénétrables qui ne consolaient personne. Raphaël ne versa pas une larme durant la cérémonie. Il resta figé près des tombes, immobile comme une statue de pierre, regardant les cercueils descendre dans la terre humide. Lorsqu'il jeta la première poignée de terre sur le cercueil de Claire, ses lèvres bougèrent en silence. « Adieu, mon amour !» Et puis, il commença à marcher pour retourner au domaine, seul, sous la pluie, sans attendre personne. Dans les mois qui suivirent, les gens essayèrent d'aider. Marthe cuisinait ses plats préférés qu'il mangeait sans en sentir le goût. Le curé venait pour des conversations sur la foi et le renouveau qu'il écoutait dans un silence poli mais vide. La sœur de Claire, Béatrice, venait chaque semaine avec des fleurs pour le salon, des fleurs qui fanaient sans qu'il le remarque. Les ouvriers évitaient de faire du bruit près de la maison. Le domaine tout entier se mit à vivre en sourdine, comme si le deuil était une maladie contagieuse exigeant une quarantaine. Et ainsi passèrent 10 ans. 10 ans sans que Raphaël ne sourit. 10 ans sans qu'il ne montre d'intérêt pour rien d'autre que le travail. 10 ans durant lesquels il refusa toutes les invitations aux fêtes, aux bals, aux dîners. 10 ans durant lesquels il ignora les tentatives voilées des voisins de lui présenter des veuves ou des jeunes filles à marier. 10 ans durant lesquels il dormit seul dans ce lit trop grand, dans la chambre qu'il gardait exactement telle que Claire l'avait laissée, avec ses robes encore dans l'armoire et le parfum de lavande qu'elle portait, évaporé depuis longtemps, mais qu'il jurait sentir encore parfois. Béatrice, sa belle-sœur, alimentait ce sanctuaire. Elle venait au mât 2 fois par semaine, nettoyait personnellement la chambre de Claire, changeait les fleurs sur le petit autel qu'elle avait monté avec une photo de sa sœur, priait le chapelet agenouillé devant l'image. Béatrice ne s'était jamais mariée. À 38 ans, elle dédiait sa vie entière à la mémoire de sa sœur aînée et d'une certaine manière à maintenir Raphaël prisonnier de cette même mémoire. Ce n'était pas une méchanceté consciente. C'était une façon douloureuse de ne pas laisser Claire tomber dans l'oubli. Mais en mars 1923, quelque chose dut changer dans la routine du mas du silence. Marthe, la fidèle cuisinière, commença à ressentir de fortes douleurs dans les articulations, une arthrite qui empirait avec l'humidité de l'hiver finissant. Elle peinait à monter les escaliers pour nettoyer les chambres de l'étage.
et la grande bâtisse de 2 étages et 12 pièces était trop vaste pour qu'elle s'en occupe seule. Raphaël remarqua que la femme souffrait, mais ne disait rien par obstination et loyauté. Ce fut le régisseur du domaine, Antoine, un homme de 50 ans qui travaillait là depuis l'enfance, qui prit le courage de parler. « Monsieur Raphaël, pardonnez mon intrusion, mais Marthe a besoin d'aide. La maison est trop grande pour elle toute seule. Vous devez engager quelqu'un. » Raphaël réparait une selle dans l'atelier quand il entendit cela. Il s'arrêta, les mains sur le cuir usé, et resta silencieux un long moment. Engager quelqu'un signifiait un changement. Signifiait une étrangère dans la maison, dans le sanctuaire. L'idée le dérangeait profondément. Mais il n'était pas un homme injuste. Il n'allait pas laisser Marthe se traîner dans la maison en souffrant à cause de son entêtement. « D'accord, » accepta-t-il finalement. « Cherche quelqu'un au village, mais je veux une personne sérieuse, travailleuse, qui ne pose pas de questions et ne touche pas à ce qui ne la regarde pas. » Antoine hocha la tête, soulagé. « Je m'en occupe, patron. » C'est ainsi que 3 semaines plus tard, par un matin de mars où le soleil vainquit enfin les nuages et où le ciel prit ce bleu profond que seule la Provence possède, Laure Mercier franchit le portail du mas du silence. Elle arriva dans une charrette conduite par Antoine, assise à côté de lui sur le banc de bois, un baluchon de vêtements sur les genoux et une expression sereine sur le visage. Laure avait 35 ans, mais sa peau claire et ses cheveux châtains ondulés, attachés en un chignon simple, lui donnaient une apparence de jeunesse persistante. Elle n'était pas belle au sens conventionnel. Son visage était commun, avec des pommettes saillantes, un petit nez, une bouche large, mais ses yeux couleur de miel avaient un éclat particulier, une intelligence et une chaleur humaine qui attiraient l'attention de quiconque la regardait plus d'une fois. Elle portait une robe simple en coton bleu marine, usée mais propre et bien repassée, un châle en laine grise sur les épaules, des chaussures en cuir raccommodées. Elle n'avait ni bijoux ni ornements. Mais il y avait en elle une dignité naturelle, une façon de marcher la colonne droite, de regarder les gens dans les yeux, de sourire, même quand la vie ne donnait pas beaucoup de raisons de le faire. Son fils, Gabriel, âgé de 16 ans, suivait derrière dans une autre charrette avec les quelques meubles qu'il possédait. Un garçon mince mais fort, aux cheveux bruns et bourriffés, aux yeux attentifs, qui observait tout avec une curiosité mêlée d'appréhension. Lui et sa mère avaient tout perdu quand le père était mort 2 ans plus tôt dans un accident à la Syrie. Depuis, Laure avait travaillé comme couturière, lavandière, cuisinière, tout ce qui se présentait. Gabriel aidait où il pouvait, mais la vie était dure et incertaine. Quand Antoine avait apporté la nouvelle que le propriétaire Raphaël Valmont cherchait une gouvernante pour vivre sur le domaine, avec un logement pour la famille et un salaire fixe, Laure avait ressenti pour la première fois depuis longtemps quelque chose ressemblant à de l'espoir. Elle n'était pas femme à se plaindre de la vie, mais elle était fatiguée. Fatiguée de ne pas savoir s'il y aura de quoi manger le lendemain. Fatiguée de voir son fils travailler au lieu d'étudier. Fatiguée de dormir, avec la peur de ne pas pouvoir payer le loyer de la chambre exiguë où il vivait au village. La charrette s'arrêta devant la maison de maître, une construction imposante en pierre blanche avec des volets en bois sombre, une vaste terrasse bordée de colonnes de pierre, un toit de tuiles romanes. La maison était belle, solide, bien entretenue de l'extérieur, mais il y avait quelque chose que Laure remarqua immédiatement. Quelque chose dans la façon dont tous les volets étaient clos malgré la journée ensoleillée. Quelque chose dans le silence pesant qui planait sur l'endroit comme une brume invisible. Marthe sortit pour les accueillir, boitant légèrement. Un sourire fatigué mais sincère sur son visage ridé. « Soyez la bienvenue, ma fille. Dieu merci, vous êtes arrivée. Cette maison a besoin de vie nouvelle. » Laure descendit de la charrette, lissa sa robe, tendit la main pour saluer. « Enchantée, Madame Marthe. Je suis Laure. Voici mon fils Gabriel. Nous ferons le meilleur travail possible. » La cuisinière serra sa main avec une force surprenante. « Je le sais, ma fille. Je l'ai vu dans vos yeux. Vous avez bon cœur. » Et cette maison, elle soupira lourdement,
Cette maison a besoin d'un bon cœur depuis longtemps. Où est le patron? Demanda Laure en regardant autour d'elle. Il est dans les pâturages, répondit Marthe. Il n'aime pas recevoir de visites, même quand c'est des gens qu'il a lui-même engagés. Mais ne vous inquiétez pas. C'est un homme juste. Il est juste très fermé, très triste. Laure hocha la tête sans poser plus de questions. Elle s'y connaissait en tristesse, elle s'y connaissait en perte, elle savait ce que c'était que de devoir continuer à vivre, même quand le cœur est brisé. Marthe lui fit visiter la maison. La vaste cuisine avec son fourneau en fonte, la grande table en bois massif, les étagères remplies de casseroles en cuivre, le garde-manger plein de provisions. La salle à manger avec une table pour 12 personnes qui n'avaient clairement pas reçu d'invités depuis des années. Le salon avec des meubles lourds en noyer, des tapis persans décolorés, une cheminée en pierre avec des cendres anciennes. Et l'escalier qui menait à l'étage supérieur où se trouvaient les chambres. Il y a 6 chambres là-haut, expliqua Marthe en montant doucement, une main sur la rampe. La chambre du patron est la première à droite. Celle-ci, on n'y touche jamais. Elle montra une porte fermée. C'était celle de sa défunte épouse. C'est sa belle-sœur qui la nettoie. Les autres chambres sont toutes fermées. Vous et le petit pouvez choisir où vous allez dormir. Laure choisit une chambre au bout du couloir, loin de celle du patron pour maintenir le respect et la distance appropriée. C'était une pièce simple avec un lit, une place, une armoire en pin, une petite table avec une bassine et un broc en porcelaine. La fenêtre donnait sur l'arrière de la propriété où l'on voyait le potager abandonné, le poulailler et plus loin les pâturages verts s'étendant jusqu'aux collines. Gabriel prit la chambre d'à côté, tout aussi simple mais propre et convenable. Le garçon aida sa mère à ranger le peu d'affaires qu'ils avaient, puis descendit pour découvrir le reste de la propriété. Antoine l'emmena voir les écuries, l'étable, le logement des ouvriers. Le garçon avait un don avec les animaux et du cœur à l'ouvrage. Bientôt, il aidait déjà à donner le foin aux chevaux, discutant avec les autres travailleurs. Laure passa l'après-midi à se familiariser avec la cuisine, aidant Marthe à préparer le dîner. Elle avait des mains habiles, connaissait les herbes et les épices, faisait un pain qui levait moelleux et odorant. Marthe observait en hochant la tête d'un air approbateur. « Vous cuisinez bien, ma fille. Le patron ne fait pas grand cas de la nourriture. Il mange n'importe quoi. Mais ça fera du bien d'avoir un repas décent de nouveau. » Tout en remuant le ragoût sur le feu, Laure demanda doucement « Madame Marthe, vous avez dit qu'il est très triste. Cela fait combien de temps que son épouse est décédée ?» La cuisinière resta silencieuse un moment, regardant le feu. « 10 ans. » répondit-elle finalement. 10 ans exact le mois prochain. Elle est morte en couche, le bébé aussi. Ce fut une chose terrible. Le patron n'a plus jamais été le même. Il a arrêté de sourire, arrêté de vivre vraiment. Il ne fait que travailler et travailler comme s'il voulait s'épuiser au point de ne plus avoir de place pour rien ressentir. Laure sentit un serrement au cœur. Elle connaissait cette douleur. Quand elle avait perdu son mari, elle avait cru ne plus jamais pouvoir respirer correctement. Mais elle avait Gabriel. Elle avait une raison de continuer. Cet homme n'avait rien eu, juste la perte. « Il ne pense pas à refaire sa vie ?» demanda Laure en coupant des oignons. Marthe secoua la tête avec véhémence. « Dieu nous en garde. Sa belle-sœur, Madame Béatrice, la sœur de la défunte, elle a fait de cette maison un sanctuaire. Elle vient ici chaque semaine s'occuper de la chambre de Claire, comme si elle allait revenir. Et le patron laisse faire. Je crois qu'il se sent coupable d'avancer, comme si c'était une trahison. » Laure ne dit plus rien, mais elle resta songeuse. 10 ans, c'était trop long pour vivre comme un fantôme. C'était du gâchis de vie. Mais elle n'était pas là pour juger. Elle était là pour travailler, gagner sa vie, offrir de la stabilité à son fils. Rien de plus. Le soleil descendait quand Laure entendit enfin les bottes lourdes sur la terrasse. La porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Des pas fermes traversèrent le vestibule. Marthe se redressa, essuya ses mains sur son tablier. « C'est lui », chuchota-t-elle. Raphaël Valmont entra dans la cuisine et s'arrêta sur le seuil en voyant la femme inconnue près du fourneau.
Laure se retourna, s'essuya les mains, et pour la première fois, regarda directement l'homme qui serait son patron. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, des épaules larges remplissant sa chemise sombre, une barbe grisonnante bien taillée, et les yeux. Ses yeux bleus délavés qui l'observaient sans aucune expression, comme s'il regardait une chaise ou un outil, et non un être humain. « Bonsoir, » dit Laure d'une voix ferme. « Je suis Laure Mercier, la nouvelle gouvernante. » Raphaël hocha brièvement la tête. « Bonsoir. J'espère que vous savez mieux cuisiner que la dernière que nous avons essayé d'engager. » Marthe intervint rapidement. « Elle cuisine très bien, patron. Vous verrez. » Raphaël ne répondit pas. Il enleva simplement son chapeau, l'accrocha au crochet près de la porte et alla se laver les mains dans la bassine. Laure retourna au fourneau. Il y avait de la tension dans l'air, mais ce n'était pas de l'hostilité. C'était juste de la distance, de l'indifférence. Ils servirent le dîner sur la table de la cuisine même, puisqu'ils n'étaient que 3. Une daube de bœuf, du riz, une salade de tomates et d'oignons, du pain frais. Raphaël mangea en silence, regardant son assiette. Il ne fit pas de compliments, mais ne se plaignit pas non plus. Il mangea tout méthodiquement et quand il eut fini, il apporta sa propre assiette à l'évier. « Je m'en charge, » dit Laure en se levant. « Ce n'est pas la peine, » répondit-il sans la regarder. « Demain, vous commencerez le travail correctement. Bonne nuit. » Et il sortit de la cuisine, ses pas lourds montant l'escalier. Marthe soupira. « Il est comme ça. Ne le prenez pas mal. Il n'est pas grossier. Il est juste absent. » Laure hocha la tête. Mais pour une raison quelconque, cette absence la dérangea plus qu'une grossièreté ne l'aurait fait. Il y avait quelque chose chez cet homme qui appelait au secours en silence. Quelque chose dans les épaules voûtées par un poids invisible. Quelque chose dans la manière dont il évitait de regarder directement quoi que ce soit pendant plus de 2 secondes. Cette nuit-là, allongé dans le lit étroit de sa chambre simple, écoutant le Mistral secouer les arbres dehors, Laure resta songeuse. Elle pensa à la façon dont la vie écrasait les gens de manière différente. Elle pensa à la façon dont elle-même aurait pu se refermer de la même manière quand Thomas était mort. Mais elle avait choisi différemment. Elle avait choisi de continuer à sourire pour que Gabriel ne perde pas sa mère en même temps que son père. Elle avait choisi de remercier pour les bons jours au lieu de s'aigrir pour les mauvais. Elle avait choisi de vivre. Était-il possible d'apprendre à quelqu'un à faire ce choix, ou chaque personne devait-elle le découvrir seule? Elle ne le savait pas, mais quelque chose en elle, peut-être une intuition féminine, peut-être juste un espoir insensé, lui disait que cet homme sombre qui mangeait sans goût et marchait sans voir le chemin méritait plus que 10 ans de deuil. Il méritait de sourire à nouveau. Et d'une manière que Laure ne comprenait pas encore totalement. Elle sentait qu'elle n'avait pas atterri dans ce domaine silencieux seulement pour travailler, mais pour ramener la lumière. Les premiers jours de Laure au mas du silence passèrent à un rythme de découverte silencieuse. Elle se réveillait avant l'aube, allumait le feu dans la cuisinière, préparait le café fort que Raphaël buvait debout en regardant par la fenêtre. Il descendait, saluait d'un bref signe de tête, buvait son café, mangeait son pain et sortait. Pas un mot au-delà du nécessaire. « Bonjour. Merci. À plus tard. » Laure ne s'en offusquait pas. Elle observait. Elle observait comment il évitait de la regarder directement. Elle observait comment ses épaules étaient toujours tendues, comme s'il portait un fardeau invisible. Elle observait comment il touchait les choses autour de lui sans vraiment se rendre compte qu'il les touchait. Un homme vivant en mode automatique. Un homme qui avait oublié comment être présent dans son propre corps. Elle commença doucement. De petits changements. Rien de brutal qui pourrait effrayer ou irriter. Le 3e jour, elle ouvrit les volets et les fenêtres du salon le matin, laissant entrer le soleil. La pièce était restée fermée si longtemps que l'air sentait le renfermer et le passer. La lumière du soleil révéla des couches de poussière sur les meubles, des toiles d'araignée dans les coins hauts. Laure passa la journée à nettoyer.
Elle frotta chaque centimètre de cette pièce, lustra le bois des meubles, jusqu'à ce qu'il brille, lava les lourds rideaux qui n'avaient pas vu d'eau depuis des années. Quand Raphaël rentra cet après-midi-là et passa par le salon, il s'arrêta. Il resta figé sur le seuil, regardant autour de lui avec une expression confuse, comme s'il était entré au mauvais endroit. Laure apparut de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. « J'ai ouvert les fenêtres », expliqua-t-elle simplement. La pièce avait besoin d'air. Raphaël ne répondit pas tout de suite. Il regarda les fenêtres ouvertes, les meubles reluisants, le sol balayé. Quelque chose passa dans ses yeux. De la gêne peut-être. Ou peut-être la reconnaissance que la maison était devenue un mausolée et que maintenant quelqu'un essayait de la ramener à la vie. « D'accord, dit-il finalement, mais ne touchez pas à la chambre au fond du couloir à l'étage. »« Je n'y toucherai pas, » promit Laure. Il hocha la tête et monta dans sa chambre. Mais ce soir-là, pendant le dîner, elle remarqua qu'il jeta un coup d'œil vers le salon, éclairé par les bougies en passant. Ce fut un regard rapide, presque imperceptible. Mais ce fut un regard. Gabriel s'adapta rapidement à la routine du domaine. Le garçon avait 16 ans, mais travaillait comme un homme fait. Antoine le mit à l'aide avec les chevaux, à la réparation des clôtures, à la traite. Gabriel ne se plaignait jamais. Il se levait tôt, travaillait dur, traitait tout le monde avec respect. Les autres ouvriers l'apprécièrent immédiatement. Raphaël le remarqua. Un après-midi, il était à l'étable en train d'examiner un veau malade quand Gabriel apparut portant un seau d'eau. Le garçon s'approcha doucement, respectueux, attendant d'être remarqué avant de parler. « Monsieur Antoine m'a dit d'apporter de l'eau pour le veau, » expliqua-t-il. Raphaël accepta le seau, le plaça près de l'animal qui but avec avidité. Le garçon ne partit pas. Il resta là, observant le veau avec une inquiétude sincère. « Il va guérir ?» demanda Gabriel. « S'il prend bien son remède et qu'il mange, oui, » répondit Raphaël en vérifiant les yeux de l'animal. Il s'arrêta, regarda le garçon. « Tu t'y connais en bétail ?» Gabriel secoua la tête. « Pas beaucoup. Mon père travaillait dans une scierie. Mais j'aime apprendre. » Raphaël hocha la tête. Il resta silencieux un moment, puis dit quelque chose qui le surprit lui-même. « Si tu veux, tu peux venir avec moi demain, quand j'irai vacciner le troupeau du pâturage nord. Je t'apprendrai. » Les yeux de Gabriel s'illuminèrent. « C'est vrai? Merci beaucoup, monsieur Raphaël. » Raphaël haussa les épaules, mal à l'aise face à l'enthousiasme du garçon. « C'est juste du travail, rien d'extraordinaire. Mais c'était plus que du travail. C'était la première fois en 10 ans que Raphaël proposait d'enseigner quelque chose à quelqu'un, la première fois qu'il montrait un intérêt minime pour un autre être humain. Ce soir-là, Gabriel raconta à sa mère avec excitation que le patron allait lui apprendre à vacciner le bétail. Laure sourit, mais à l'intérieur, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet homme n'était pas aussi mort à l'intérieur qu'il le prétendait. Il y avait encore des braises sous les cendres. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez cette histoire et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les semaines passèrent et Laure tissa une présence douce mais persistante dans cette maison. Elle planta des fleurs autour de la terrasse, des marguerites et des œillets qui apportèrent de la couleur là où il n'y avait que terre et pierre. Elle remit en état le potager abandonné à l'arrière, planta de la laitue, des tomates, de la ciboulette. Elle convainquit Marthe de la laisser réorganiser le garde-manger, jetant les choses trop vieilles pour être mangées. Et elle cuisinait. Mon Dieu, comme elle cuisinait! Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de l'amour transformé en saveur. Des ragoûts onctueux avec de la saucisse fumée, du riz parfumé à l'ail, de la viande rôtie qui fondait sous la fourchette, des gâteaux aux noix qui emplissaient toute la maison d'une odeur d'enfance, des brioches dorées et chaudes. Raphaël continuait de manger en silence, continuait de ne rien commenter, mais Laure remarquait de petites choses. Il commençait à manger un peu plus, il commençait à accepter une seconde portion quand elle le proposait. Une fois,
elle vit ses doigts s'attarder une seconde de plus sur le pain chaud qu'elle venait de sortir du four, comme s'il sentait la texture, la température, prêtant vraiment attention. C'était des miettes, mais c'était plus que ce qu'elle avait vu les premières semaines. Ce fut au début de la 2e semaine d'avril que Béatrice Delorme apparut pour sa visite régulière. Laure étendait le linge sur le fil quand elle vit l'élégante calèche monter le chemin de terre. Une calèche noire tirée par 2 chevaux bais, un cocher en uniforme sur le siège. Béatrice descendit avec l'aide du cocher, une femme de 38 ans, portant une robe de deuil noire et coûteuse, des gants de dentelle, un chapeau avec une voilette. Elle était belle d'une façon froide, visage ovale, yeux sombres, bouche fine, toujours pincée en une ligne droite. Elle s'arrêta quand elle vit Laure près du fil à linge. Elle la regarda de haut en bas, avec une expression qui mêlait surprise et quelque chose qui pourrait être du dédain. « Qui êtes-vous » demanda Béatrice d'une voix tranchante. « Je suis Laure Mercier, la nouvelle gouvernante », répondit calmement Laure, continuant d'étendre le linge. « Vous devez être Madame Béatrice. Comment connaissez-vous mon nom ?»« Madame Marthe m'a raconté que vous venez chaque semaine vous occuper de la chambre de la défunte épouse du patron. Mes condoléances pour la perte de votre sœur. » Béatrice resta silencieuse, étudiant Laure avec des yeux qui ne rataient rien. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« 3 semaines. Et vous vous croyez déjà le droit de changer les choses ?» Béatrice pointa du doigt les fleurs autour de la terrasse. « Ces fleurs n'étaient pas là avant. »« Le patron m'a engagé pour m'occuper de la maison, » répondit Laure, sans se troubler. « Les fleurs rendent l'endroit plus beau et plus joyeux. Je ne vois pas le problème. »« Cet endroit n'a pas besoin d'être joyeux, » dit froidement Béatrice. « Cet endroit est la demeure d'un homme qui a tout perdu. Respect et silence sont ce qu'on attend ici. » Laure arrêta d'étendre le linge et regarda directement Béatrice. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Béatrice, mais cela fait 10 ans. La vie doit continuer. » L'expression de Béatrice se durcit dangereusement. « Vous ne savez rien, vous n'avez pas connu ma sœur, vous n'avez pas vu ce que Raphaël a traversé, vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion sur la façon dont il choisit de vivre son deuil. J'ai perdu mon mari il y a 2 ans, dit calmement Laure. Je sais exactement ce qu'est la perte, et je sais que rester prisonnier du passé n'honore pas ceux qui sont partis. Cela ne fait que gâcher la vie de ceux qui restent. » Béatrice devint pâle de colère. « Comment osez-vous... Que se passe-t-il ici ?» La voix de Raphaël coupa l'attention. Il venait de l'écurie, chapeau à la main, fronçant les sourcils en voyant les 2 femmes clairement en conflit. Béatrice se recomposa rapidement, força un sourire. « Raphaël, chéri, je suis venu faire ma visite hebdomadaire. Je faisais juste la connaissance de ta nouvelle employée. »« Laure » dit Raphaël. Son nom est Laure. Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela. Ce n'était pas grossier, mais c'était ferme. C'était une défense subtile. Béatrice le remarqua. Ses yeux se plissèrent légèrement, mais elle sourit plus largement. « Bien sûr. Laure. Eh bien, je vais monter m'occuper de la chambre de Claire, avec ta permission. » Elle passa devant Laure sans un regard, monta les marches de la terrasse et entra dans la maison avec un froissement dramatique de jupe. Raphaël resta planté au milieu de la cour, regardant Laure. Elle recommença à étendre le linge, essayant de ne pas montrer à quel point la confrontation l'avait affectée. « Ne faites pas attention à Béatrice, » dit soudain Raphaël. « Elle est compliquée, mais ce n'est pas une mauvaise personne. » Laure hocha la tête. « Je comprends. Elle aimait sa sœur. C'est difficile de laisser partir. »« Oui, » concéda Raphaël tout bas. « C'est difficile. » Il resta là quelques secondes de plus, comme s'il voulait dire autre chose. Mais ensuite, il remit simplement son chapeau sur sa tête et se dirigea vers les écuries. À l'intérieur de la maison, Béatrice monta directement à la chambre de Claire. Elle avait sa propre clé. Elle entra, ferma la porte derrière elle et resta immobile au milieu de la pièce en respirant profondément. La chambre était exactement comme elle l'avait laissée la semaine précédente.
Lit fait avec un couvre-lit brodé, robe de Claire dans l'armoire, brosses et peignes sur la coiffeuse, photo de mariage de Claire et Raphaël au mur. Béatrice essuya la poussière de la coiffeuse avec une affection excessive, parlant à voix basse. « Ne t'inquiète pas, Claire. Je ne laisserai personne prendre ta place. Cette femme ne restera pas longtemps ici. Je vais m'en assurer. » Mais en bas, dans la cuisine, Laure préparait le déjeuner avec Marthe, et la cuisinière secouait la tête inquiète. « Madame Béatrice ne vous a pas aimé. Ça va causer des problèmes. »« Je n'ai rien fait de mal, » dit Laure tranquillement. « Je ne fais que mon travail. »« Je sais, ma fille, mais pour elle, tout changement dans cette maison est un affront à la mémoire de sa sœur. Elle pense que maintenir tout figé dans le temps est une façon de garder Claire vivante. »« Mais ce n'est pas le cas. » murmura Laure. « Ça ne fait que garder tout le monde prisonnier. » Marthe soupira. « Je sais. Mais essayez de ne pas trop la provoquer. Béatrice a beaucoup d'influence sur le patron. Il se sent coupable, vous savez, coupable d'avoir survécu alors que Claire n'a pas survécu. Alors il laisse sa belle-sœur faire ce qu'elle veut. » Laure ne répondit pas, mais elle réfléchit. Quel genre de vie était-ce là, où un homme de 42 ans, sain et fort, gâchait ses jours par culpabilité d'être en vie? Cet après-midi-là, après le départ de Béatrice dans son élégante calèche, Laure était au potager, en train d'arroser les plants quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Raphaël debout, au bord du potager, les mains dans les poches, regardant les rangées organisées de plantes. « C'est vous qui avez fait tout ça ?» demanda-t-il. « Avec l'aide de Gabriel, » répondit Laure. « Tout était à l'abandon, mais la terre est bonne. Cela donnera beaucoup de légumes d'ici quelques semaines. » Raphaël hocha la tête lentement. Claire aimait s'occuper du potager. Elle plantait des choses, des herbes, des fleurs, des tomates. C'était la première fois qu'il mentionnait sa femme devant Laure. Elle ne sut pas trop comment répondre, alors elle choisit la sincérité. Alors elle avait bon goût. Une bonne terre avec les bons soins donne la vie. Raphaël resta silencieux à regarder les plants. Puis il dit une chose inattendue. Elle chantait pendant qu'elle travaillait ici. Je pouvais l'entendre depuis l'étable. Elle avait une belle voix. Laure sentit sa poitrine se serrer. Elle devait être une femme spéciale. Elle l'était, convint Raphaël. Puis il resta silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus basse, presque un murmure. Parfois j'oublie comment était sa voix. J'essaie de me souvenir et je n'y arrive pas. Ça me rend... Il ne termina pas sa phrase. Mais Laure comprit. Ça me rend encore plus coupable. Coupable d'oublier. Coupable de continuer. C'est normal d'oublier les détails, dit doucement Laure. Ça ne veut pas dire que vous avez moins aimé. Ça signifie juste que le temps passe. Et il doit passer. Sinon, on reste coincé dans un endroit qui n'existe plus. Raphaël la regarda alors. Il la regarda vraiment. Ce fut la première fois que ses yeux bleus délavés se fixèrent sur elle plus de 2 secondes. Laure soutint le regard, tranquille, sans pitié, sans jugement. Juste de la compréhension. « Vous avez perdu votre mari, » dit-il. « Ce n'était pas une question. Il y a 2 ans, un accident à la Syrie. Ça a été rapide au moins. Il n'a pas souffert. » « Et vous continuez d'avancer aussi facilement ? Ce n'était pas facile, corrigea Laure. C'était un choix. J'avais Gabriel. Je ne pouvais pas sombrer dans la tristesse et emmener mon fils avec moi. Alors j'ai choisi de me réveiller chaque jour et d'essayer à nouveau. Certains jours étaient horribles, certains le sont encore. Mais la plupart maintenant sont possibles. Et c'est déjà quelque chose. » Raphaël continua de la regarder. Il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. De la curiosité peut-être, ou de l'envie face à sa capacité à avancer alors que lui était bloqué depuis une décennie. « Vous chantiez pour lui ?» demanda soudain Raphaël. « Pour votre mari ?» Laure cligna des yeux, surprise par la question. « Je chantais. Il aimait m'entendre chanter pendant que je cuisinais. Et vous chantez encore ?»« Parfois, quand je suis seul. » Raphaël hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose d'important. Puis, sans rien dire de plus, il se retourna et marcha vers les écuries. Laure resta là, plantée dans le potager, l'arrosoir encore à la main,
le cœur battant un peu plus vite qu'il ne le devrait. Cette conversation avait été différente, elle avait été vraie. C'était la première fois que Raphaël lui parlait comme à un être humain, et non comme à une employée invisible. C'était un petit début, mais c'était un début. Les jours qui suivirent apportèrent des changements subtils mais perceptibles dans le comportement de Raphaël. Il commença à parler davantage pendant les repas. Pas beaucoup. Des questions simples sur la journée, si elle avait besoin de quelque chose en cuisine, si Gabriel s'adaptait bien au travail. Mais c'était des mots. C'était des tentatives de connexion. Et il commença à remarquer des choses. Il remarqua quand Laure changea les vieux rideaux de la salle à manger pour d'autres plus légers qui laissaient entrer plus de lumière. Il remarqua quand elle plaça un vase avec des fleurs sauvages sur la table du petit déjeuner. Il remarqua quand elle commença à fredonner doucement, en cuisinant, des mélodies anciennes qui remplissaient la maison d'un son qui n'était pas un silence pesant. Un matin, Laure fredonnait une vieille chanson populaire tout en pétrissant la pâte à pain quand Raphaël entra dans la cuisine. Elle s'arrêta immédiatement, gênée. « Pardon, c'est l'habitude. Ne vous arrêtez pas, dit-il. » Sa voix sortit étrange, rauque. « C'est bon d'entendre de la musique dans la maison à nouveau. » Laure le regarda avec surprise. Il ne croisa pas son regard, prit simplement sa tasse de café et sortit rapidement. Mais ses oreilles étaient légèrement rouges. Marthe, qui avait assisté à la scène, sourit alors. « Ma fille, je crois que tu y arrives. »« J'arrive à quoi ?» demanda Laure en feignant de ne pas comprendre. « À faire fondre la glace, » répondit la cuisinière, tout doucement. Mais elle fond. Laure secoua la tête, mais secrètement une partie d'elle espérait que c'était vrai. Ce fut à la fin du mois d'avril qu'Henri Vasseur apparut pour la première fois au mât du silence. C'était un propriétaire voisin, possesseur d'un domaine encore plus grand que celui de Raphaël, éleveur de chevaux de race. Un homme de 50 ans, cheveux gris bien coiffés, moustache taillée, vêtements coûteux. Veuf depuis 3 ans, sans enfant, solitaire dans une maison trop grande. Il arriva à cheval par un après-midi ensoleillé, prétendant être de passage et vouloir discuter de l'achat de quelques têtes de bétail. Raphaël le reçut poliment mais sans chaleur. Les deux hommes se connaissaient depuis des années, faisaient des affaires occasionnellement, mais n'étaient pas proches. Ils discutaient près de l'étable quand Laure apparut apportant de l'eau fraîche dans une cruche. « Monsieur Antoine m'a demandé d'apporter ceci, » expliqua-t-elle. Henri la regarda et quelque chose changea dans son expression. Il redressa sa posture, ôta son chapeau poliment. « Et qui est cette dame charmante ?»« Laure Mercier, la gouvernante, » répondit Raphaël, avant qu'elle ne puisse parler. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'aima pas la façon dont Henri regardait Laure. C'était un regard d'intérêt, un regard d'homme qui voit une femme comme une possibilité. « Enchanté, Madame Laure, » dit Henri avec un large sourire. « Henri Vasseur, propriétaire du domaine Sainte-Rita. »« Enchanté, » répondit Laure poliment, posant la cruche d'eau et se retournant pour partir. « Vous vivez ici, sur la propriété ?» demanda Henri avant qu'elle ne sorte. « Oui, je travaille ici avec mon fils. »« Ah, alors vous êtes veuve. »« Je le suis. »« Quelle coïncidence. Moi aussi. Ce doit être très difficile pour une femme si jeune et jolie de vivre seule. » Laure sourit poliment, mais sans l'encourager. « Je ne vis pas seule. J'ai mon fils et j'ai un travail. C'est suffisant. Avec votre permission, messieurs. » Elle s'éloigna d'un pas ferme. Henri la suivit des yeux, clairement intéressé. « Quelle femme intéressante, » commenta-t-il. « Où l'as-tu trouvée, Raphaël ?»« Au village. Elle avait besoin d'un emploi. J'avais besoin d'une gouvernante. Elle est veuve depuis combien de temps ? Je ne sais pas. »« Ce ne sont pas mes affaires, » répondit sèchement Raphaël. « À propos du bétail. Tu veux combien de têtes ?» Henri comprit que le sujet était clos. Mais tandis qu'il continuait de parler affaires, ses yeux revenaient de temps en temps vers la maison, où Laure avait disparu. Quand Henri partit enfin, Raphaël resta planté au milieu de la cour, avec une sensation étrange dans la poitrine. C'était de l'inconfort, de l'irritation. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il ne le reconnut presque pas. C'était de la jalousie. Il secoua la tête pour chasser ce sentiment ridicule.
Laure était une employée. Rien de plus. Si un autre homme s'intéressait à elle, ce n'était pas son problème. Elle était libre. Il n'avait aucun droit de ressentir quoi que ce soit à ce sujet. Mais l'inconfort persista tout le reste de la journée. Ce soir-là, pendant le dîner, Raphaël demanda soudain « Henri Vasseur vous a-t-il importuné d'une quelconque manière ?» Laure le regarda avec surprise. « Non. Pourquoi ? Il a posé des questions sur vous. C'est vrai. Mais il n'a pas été grossier. Juste curieux, j'imagine. Il est veuf. Riche. Il cherche une épouse. » Laure posa sa fourchette doucement, regardant Raphaël avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. « Et vous pensez que je devrais m'y intéresser ?» Raphaël ne sut quoi répondre. « Je ne sais pas. Ce ne sont pas mes affaires, répéta-t-il les mots qu'il avait dits à Henri. J'ai juste pensé que vous devriez savoir. Je vous remercie de l'avertissement, dit Laure calmement. Mais je n'ai aucun intérêt à me remarier, pas pour l'instant. Je suis bien comme je suis. Raphaël hocha la tête et cet inconfort dans sa poitrine diminua un peu. Il ne comprit pas pourquoi il se sentit soulagé. Il ne voulait pas comprendre. Mais arriva, apportant des températures plus froides et des gelées matinales qui blanchissaient les champs. Laure faisait du chocolat chaud épais les matins froids, et Raphaël commença à prendre son petit déjeuner assis plutôt que debout. Il commença à s'attarder un peu plus dans la cuisine, écoutant Laure et Marthe discuter, contribuant parfois par un commentaire ou deux. Gabriel et Raphaël développèrent leur propre routine. Le garçon accompagnait le patron dans diverses tâches, apprenant la gestion du bétail, les cultures, l'entretien de la propriété. Raphaël découvrit qu'il aimait enseigner. Il aimait voir le garçon absorber les connaissances avec un enthousiasme sincère. Un après-midi, alors qu'ils réparaient une clôture ensemble, Gabriel dit « Ma mère est plus heureuse ici que je ne l'ai vue depuis longtemps. » Raphaël planta un clou avant de répondre. « C'est un bon endroit pour travailler. »« Ce n'est pas que ça, insista Gabriel. Elle aime prendre soin des choses. Faire de la bonne cuisine, voir l'endroit devenir plus beau. Elle a toujours été comme ça. Même quand on n'avait rien, elle trouvait un moyen de rendre notre petite chambre ordonnée et joyeuse. » Raphaël regarda le garçon. « Ta mère est une femme forte. » « Oui, acquiesça Gabriel avec fierté. Quand mon père est mort, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Mais elle ne l'a pas permis. Elle pleurait la nuit quand elle croyait que je dormais. Mais le jour, elle souriait et disait que tout irait bien. Et c'est allé bien, grâce à elle. » Raphaël sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. De l'envie peut-être, de l'admiration certainement. Cette femme avait perdu son mari, s'était retrouvée sans ressources, avait lutté pour élever son fils seul. Et pourtant, elle avait gardé la capacité de sourire, de planter des fleurs, de fredonner en cuisinant. Comment faisait-elle? Comment quelqu'un traverse-t-il la douleur sans se fermer complètement? Ce soir-là, Raphaël était sur la terrasse en train de fumer sa pipe comme il le faisait tous les soirs avant de dormir quand Laure sortit de la maison, un châle sur les épaules. Elle s'arrêta en le voyant, hésita. « Pardon, je ne voulais pas déranger. Je suis juste venu prendre un peu l'air. »« Vous ne dérangez pas, » dit Raphaël. « Il y a de la place. » Laure s'appuya contre la balustrade de la terrasse, regardant les champs assombris sous le ciel étoilé. Le froid de la nuit mordait le visage, mais c'était un froid propre, vivifiant. « C'est beau ici, » commenta-t-elle. « Surtout la nuit. Si calme. »« Trop calme, » dit Raphaël avant de réfléchir. Puis il fut surpris par ses propres mots. Laure le regarda. « Vous n'aimez pas le silence. Avant j'aimais. Maintenant, parfois, on dirait que le silence est très lourd, comme s'il m'étouffait. » C'était un aveu surprenant venant d'un homme qui parlait à peine. Laure choisit ses mots avec soin. Le silence est bon quand on le choisit. Mais quand le silence est tout ce qu'il reste, alors il devient une prison. Raphaël la regarda. Le clair de lune illuminait la moitié du visage de Laure, soulignant la ligne de sa pommette, le contour de ses lèvres. Elle n'était pas magnifique, mais il y avait quelque chose en elle.
Quelque chose dans sa tranquillité, dans sa force sereine, dans la façon dont elle existait au monde sans s'excuser, mais aussi sans faire de bruit. « Comment faites-vous » demanda-t-il soudain. « Pour avancer, pour ne pas rester coincé. » Laure réfléchit un long moment. « Je me réveille chaque jour et je choisis. Je choisis de me souvenir de Thomas avec tendresse, mais sans douleur. Je choisis d'être reconnaissante pour le temps que nous avons eu, au lieu d'être amère pour le temps que nous avons perdu. Je choisis de planter des fleurs, même en sachant que je vais devoir les voir mourir en hiver. Parce que les voir vivantes au printemps vaut la douleur de l'hiver. » Elle le regarda droit dans les yeux. « On n'a que cette vie-ci, monsieur Raphaël, une seule. La gâcher en vivant dans le passé ne ramène personne. Ça garantit juste que deux personnes se perdent au lieu d'une. » Les mots frappèrent Raphaël comme un coup de poing dans l'estomac. Il eut le souffle coupé une seconde. Parce qu'elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison. Claire était morte. Le fils qu'il n'avait jamais connu était mort. Et lui, il gâchait chaque jour que Dieu lui donnait encore, vivant comme s'il était aussi dans la tombe. « Vous pensez que je la trahis ?» demanda Raphaël tout bas. « Si j'avance ?» Laure secoua la tête fermement. « Je pense qu'elle serait triste de vous voir ainsi. Personne qui aime vraiment ne veut voir la personne aimée prisonnière de la souffrance. On veut que ceux qui restent soient heureux. C'est le dernier cadeau que nous pouvons donner. » Raphaël sentit ses yeux le brûler. Il n'avait pas pleuré depuis l'enterrement, 10 ans sans une larme, mais maintenant, il sentait le nœud dans sa gorge, la pression derrière les yeux. « Je ne sais pas si j'en suis capable, » admit-il. « Je ne sais pas si je me souviens comment faire. » Laure sourit alors. Un sourire doux, gentil, sans pitié. Personne ne s'en souvient au début. On réapprend, un jour à la fois. Et elle posa la main sur son bras un bref instant. « Bonne nuit, monsieur Raphaël. » Elle entra dans la maison, le laissant seul sur la terrasse. Raphaël resta là un long moment, la sensation de son toucher brûlant encore à travers la manche de sa chemise. Ce toucher simple, ce petit geste de réconfort, c'était la première fois en 10 ans que quelqu'un le touchait avec une réelle gentillesse. Et Raphaël réalisa avec un mélange de terreur et de quelque chose ressemblant à de l'espoir qu'il voulait sentir se toucher à nouveau. Mais dans les semaines suivantes, Béatrice intensifia ses visites. Elle commença à venir 2-3 fois par semaine au lieu d'une seule. Et elle trouvait toujours le moyen de critiquer quelque chose que Laure avait changé dans la maison. Les nouveaux rideaux étaient inadéquats. Les fleurs sur la table étaient une exagération inutile. La nourriture était trop épicée. Raphaël perdit finalement patience un après-midi quand Béatrice se plaignit fort dans le salon parce que Laure avait osé nettoyer la bibliothèque. « Béatrice, ça suffit, » dit Raphaël fatigué. « Elle travaille ici. C'est son travail de nettoyer et de prendre soin de la maison. Mais Raphaël, » protesta Béatrice, « cette femme change tout. Elle est en train d'effacer Claire. » « Elle n'efface personne, » répondit Raphaël fermement. « Elle nettoie une maison qui était devenue un musée. Et je suis fatigué de vivre dans un musée. » Béatrice devint pâle. « Comment peux-tu dire ça, après tout ce que toi et Claire... »« Claire est morte il y a 10 ans, » l'interrompit Raphaël. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait du poids. 10 ans, Béatrice, et j'ai passé chaque jour de ces 10 ans à honorer sa mémoire. Mais Laure a raison, ce n'est pas une vie, c'est du gâchis, et je ne peux plus. Les larmes remplirent les yeux de Béatrice. Tu es en train de tomber amoureux d'elle, de cette femme. Raphaël se figea. Non, commença-t-il à dire. Mais la dénégation mourut dans sa gorge. Parce que c'était vrai, il ne le savait pas. Il n'arrivait pas à nommer ce qu'il ressentait, mais il ressentait quelque chose. Il ressentait quand Laure entrait dans la pièce. Il ressentait quand il entendait son rire. Il ressentait quand elle le regardait de cet air calme et compréhensif. Béatrice vit l'hésitation et sanglota. « Tu l'es. Tu vas remplacer ma sœur par une gouvernante quelconque. Personne ne remplace personne, » dit Raphaël plus gentiment maintenant. « Claire fera toujours partie de moi. Toujours. »
Mais je ne peux pas continuer à vivre comme un fantôme. Ce n'est pas juste pour moi, et ce n'est pas ce que Claire aurait voulu. Béatrice prit son mouchoir, essuya ses yeux. Je ne veux juste pas qu'elle soit oubliée. Elle ne le sera pas, je le promets. Béatrice resta silencieuse un long moment. Finalement, elle hocha la tête, un petit mouvement. Alors je vais espacer mes visites, si c'est ce dont tu as besoin. Et elle le regarda avec une tristesse profonde. J'espère juste que tu sais ce que tu fais, Raphaël. Quand elle fut partie, Raphaël monta jusqu'à la chambre de Claire. Il resta debout sur le seuil pour la première fois depuis des mois. D'habitude, il évitait même de passer à proximité. Mais maintenant, il ouvrit la porte et entra. La chambre était impeccable, préservée comme un sanctuaire. Mais pour la première fois, Raphaël regarda autour de lui et ne sentit pas la présence de Claire. Il sentit seulement l'absence, le vide. Un passé qui s'obstinait à rester alors qu'il aurait dû s'en aller. Il s'approcha de la photo de mariage au mur. Claire souriait, radieuse dans sa robe blanche, lui à côté d'elle, jeune et heureux. Cela faisait si longtemps. On aurait dit une autre vie, une personne différente. « Je t'aimerai toujours », chuchota-t-il à la photo. « Toujours. Mais je dois avancer. J'ai besoin de vivre à nouveau. S'il te plaît, pardonne-moi pour ça. » Il n'y eut pas de réponse, bien sûr. Mais dans le silence de la chambre, Raphaël ressentit quelque chose, peut-être de l'imagination, peut-être un désir. Mais il eut l'impression que Claire avait posé la main sur son visage, comme elle le faisait de son vivant, sourit ce sourire gentil et murmurait « Vas-y mon amour, je comprends, sois heureux ». Raphaël sortit de la chambre et pour la première fois en 10 ans, ferma la porte derrière lui sans avoir l'intention d'y revenir de sitôt. Ce soir-là, au dîner, Laure remarqua que quelque chose avait changé. Raphaël la regardait d'une manière différente. Ce n'était plus le regard distant du patron vers l'employé. C'était le regard d'un homme vers une femme. Un regard qui s'attardait une seconde de plus sur son sourire. Un regard qui se détournait vite quand elle le surprenait à regarder. Et quand leurs doigts se touchèrent accidentellement, alors qu'ils attrapaient tous deux la corbeille à pain en même temps, ce fut comme une étincelle électrique. Raphaël retira sa main trop vite. Laure sentit son visage chauffer. « Pardon, » murmura-t-il. « Pas de souci, » répondit-elle tout bas. Mais il y avait un souci, parce que tous deux l'avaient senti. Tous deux savaient que quelque chose était en train de changer entre eux. Quelque chose de fragile, d'effrayant et plein de possibilités. Et tous deux ne savaient pas encore s'ils étaient prêts à laisser cela grandir. Juin arriva, apportant les jours les plus longs de l'année, et la chaleur de l'été qui commençait à s'installer. Les cigales commençaient à chanter timidement, et le mistral soufflait parfois à travers les fentes des fenêtres, faisant trembler les rideaux. C'était une époque de moisson, de travail, d'attente de la chaleur écrasante. Mais à l'intérieur du mas du silence, quelque chose de différent se produisait, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les saisons ou le climat, quelque chose qui grandissait doucement mais avec persistance comme une plante obstinée cherchant la lumière à travers la terre aride. Raphaël se réveillait maintenant avec quelque chose de différent dans la poitrine. Ce n'était plus ce poids écrasant qui l'accompagnait depuis 10 ans. C'était autre chose. C'était de l'attente. C'était l'envie de descendre à la cuisine, non seulement parce qu'il devait manger, mais parce qu'il savait que Laure serait là, avec son sourire tranquille et son bonjour qui sonnait vrai, avec le café odorant et le pain chaud qu'elle faisait avec des mains qui semblaient transformer des ingrédients simples en réconfort palpable. Il commença à remarquer de petits détails. La façon dont elle attachait ses cheveux châtains en un chignon lâche qui laissait toujours échapper des mèches encadrant son visage. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée à cuisiner. La façon dont elle fredonnait des mélodies anciennes sans se rendre compte qu'elle le faisait. La façon dont elle traitait tout le monde avec la même gentillesse, du patron au plus simple ouvrier. Et il commença à faire des choses qu'il n'avait pas faites depuis une décennie.
Un matin, Raphaël entra dans la cuisine, portant un bouquet maladroit de fleurs sauvages qu'il avait cueillies sur le chemin du retour du pâturage. Laure remuait la casserole de bouillie d'avoine quand il apparut, et ses yeux s'agrandirent en voyant les fleurs. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être les mettre sur la table, » dit Raphaël maladroitement, tendant le bouquet comme s'il offrait quelque chose de dangereux. « Elles ne sont pas très belles, mais elles sont magnifiques, » l'interrompit Laure en prenant les fleurs avec précaution. « Merci, je vais les mettre dans un vase tout de suite. » Leurs doigts s'effleurèrent lors du transfert, et de nouveau cette étincelle, cette chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu du fourneau. Raphaël retira sa main rapidement, s'éclaircit la gorge, murmura quelque chose à propos de vérifier les chevaux et sortit précipitamment. Marthe, qui observait tout du coin de la cuisine, sourit largement. « Cet homme est perdu », commenta-t-elle en secouant la tête. « Perdu pour de bon. » Laure fit semblant de ne pas entendre, mais ses joues étaient rouges, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle arrangeait les fleurs dans le vase. Elle n'était pas sotte. Elle savait ce qui se passait. Elle sentait la tension dans l'air chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce. Elle sentait la façon dont ses yeux la suivaient quand il pensait qu'elle ne le remarquait pas. Elle sentait son propre cœur accélérer quand elle entendait ses bottes frapper le sol en bois, annonçant son arrivée. Mais elle avait peur. Peur de mal interpréter les signes. Peur qu'il soit seulement gentil avec une employée. Peur de confondre gratitude avec autre chose. Et plus que tout, peur de s'abandonner à ce sentiment et de découvrir que de l'autre côté il n'y avait rien d'autre que de la solitude. Parce qu'elle était en train de tomber amoureuse. Elle ne pouvait plus le nier. Elle tombait amoureuse de cet homme sombre qui redécouvrait lentement comment sourire, de cet homme qui traitait son fils avec patience et respect, de cet homme qui portait une douleur si profonde mais qui essayait vraiment de revenir à la vie. Les jours qui suivirent furent une danse prudente de rapprochement. Raphaël commença à rester plus longtemps dans la cuisine après le dîner, discutant de petites choses. Le temps, le bétail, les projets pour l'automne, mais ses yeux disaient d'autres choses. Ses yeux disaient des choses que sa bouche n'avait pas encore le courage de prononcer. Un soir particulièrement frais, Laure était dans le salon essayant d'allumer le feu dans la cheminée, mais le bois était humide et s'obstinait à ne pas prendre. Raphaël apparut à la porte, observa un moment, puis s'agenouilla à côté d'elle. « Laissez-moi essayer, proposa-t-il. » Ils restèrent côte à côte, très proches, tandis qu'il réorganisait les bûches et utilisait du petit bois sec pour faire enfin prendre les flammes. Le feu crépita vivement, illuminant leurs deux visages d'une lumière dorée et dansante. Raphaël tourna la tête pour faire un commentaire sur le bois et réalisa à quel point Laure était proche. Si proche qu'il pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux couleur de miel, si proche qu'il sentait la chaleur qui émanait d'elle et qui n'avait rien à voir avec la cheminée. L'air entre eux devint chargé, lourd de possible. Raphaël ouvrit la bouche, la referma. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Et dans ses yeux à elle, il vit le reflet du même désir, de la même confusion, de la même peur. « Laure, commença-t-il, la voix rauque. Mais à ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas et des voix masculines emplirent le couloir. Antoine et deux autres ouvriers entrèrent, portant un troisième homme qui gémissait de douleur, la jambe gauche dans un angle étrange. « Patron !» cria Antoine. Jean est tombé de cheval. La jambe est cassée, c'est moche. Le moment s'évapora. Raphaël et Laure s'écartèrent instantanément, reprenant leur rôle de patron et gouvernante. Raphaël donna des ordres rapides et précis. Laure courut chercher des linges propres, de l'eau chaude, la boîte de premier secours. Ils passèrent l'heure suivante à s'occuper de l'homme blessé, immobilisant la jambe, envoyant chercher le médecin au village. Quand enfin le médecin arriva et prit le relais, quand l'ouvrier blessé fut installé dans une des chambres libres avec la jambe bandée et une dose généreuse de laudanum pour la douleur, quand tout se calma enfin, il était plus de minuit.
Raphaël trouva Laure dans la cuisine, nettoyant les bassines tachées de sang. Elle semblait fatiguée, des mèches de cheveux collées sur son front en sueur, des taches sur son tablier. Mais il y avait de la force en elle. Il y avait toujours de la force. « Merci pour l'aide, » dit Raphaël. « Vous avez été essentiel. Je n'ai fait que ce qu'il fallait faire, » répondit Laure sans arrêter de laver les bassines. Raphaël resta debout sur le seuil, l'observant travailler. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de choses coincées dans sa gorge, mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais quand il en avait le plus besoin. « Laure » essaya-t-il à nouveau. Elle s'arrêta, les mains toujours dans l'eau savonneuse, mais ne se retourna pas pour le regarder. « Oui, avant, dans le salon, j'allais... » Sa voix mourut. Lâcheté, peur. 10 ans sans rien ressentir et maintenant il ressentait trop, et ne savait pas comment gérer ça. Laure attendit. Comme il ne continuait pas, elle se tourna enfin pour lui faire face. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, et de la compréhension, toujours cette compréhension irritante et réconfortante. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Peut-être avons-nous besoin de plus de temps. Cela fait 10 ans que j'ai du temps, » dit Raphaël avec amertume. « De combien de temps ai-je encore besoin? Je ne sais pas. Vous seul pouvez répondre à cela. Et vous ?» Il fit un pas en avant. « Avez-vous besoin de temps ?» Laure soutint son regard. « J'ai déjà eu mon temps. 2 ans à pleurer, Thomas. 2 ans à reconstruire ma vie. Je suis prête à avancer. » La question est, l'êtes-vous? Raphaël ne répondit pas. Il ne connaissait pas la réponse. Il voulait être prêt. Dieu, comme il le voulait. Mais il y avait encore ce poids dans la poitrine. Cette voix dans sa tête qui sonnait étrangement comme celle de Béatrice, disant qu'avancer était une trahison. Laure vit la lutte intérieure inscrite sur son visage. Elle eut un petit sourire triste. « Bonne nuit, monsieur Raphaël. Reposez-vous. Demain est un autre jour. » Elle passa devant lui et monta dans sa chambre, le laissant seul dans la cuisine avec ses pensées turbulentes et un cœur qui enfin, après une décennie gelée, faisait mal à force de battre. Les jours suivants furent étranges, tendus. Raphaël et Laure s'évitaient subtilement, des conversations polies mais superficielles. Plus de regards prolongés, plus de mains qui s'effleurent accidentellement. Comme si tous deux avaient été effrayés par l'intensité de ce qui avait failli arriver et battaient maintenant en retraite vers un territoire sûr. Gabriel le remarqua. Le garçon n'était pas idiot. Il voyait comme sa mère restait trop silencieuse, comme elle soupirait en regardant par la fenêtre. Il voyait comme le patron devenait encore plus renfrogné que d'habitude, comme il travaillait jusqu'à l'épuisement, comme s'il tentait de fuir quelque chose. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à réparer le toit du poulailler, Gabriel prit son courage à 2 mains. « Puis-je poser une question personnelle, monsieur Raphaël ?» Raphaël planta un clou avant de répondre. « Tu peux. Est-ce que vous aimez ma mère ?» Le marteau faillit glisser de la main de Raphaël. Il resta complètement immobile, regardant le garçon qui le fixait avec un sérieux dépassant son âge. « Je... » commença Raphaël. Il s'arrêta. Il respira profondément. « Pourquoi demandes-tu ça ? Parce que je vois comment vous la regardez, et je vois comment elle vous regarde. Et vous agissez tous les deux comme si c'était un crime de ressentir quelque chose. » Raphaël descendit du toit. Il avait besoin de terre ferme sous les pieds pour cette conversation. Gabriel descendit derrière lui. « Ce n'est pas si simple, » dit finalement Raphaël. « J'ai été marié. J'aimais ma femme. Quand elle est morte, j'ai cru que j'étais mort avec elle. Et maintenant... » « Maintenant vous découvrez que vous n'êtes pas mort, » compléta Gabriel, « que vous êtes encore en vie, et ça fait peur. » « Comment es-tu si jeune et comprends-tu autant de choses ?» demanda Raphaël avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. « J'ai vu ma mère traverser ça, je l'ai vue lutter contre la culpabilité de vouloir être heureuse à nouveau après la mort de mon père. Elle pensait que c'était une trahison. Mais ce n'en est pas une. Mon père aurait voulu qu'elle soit heureuse. Tout comme je parie que votre femme l'aurait voulu aussi. » Raphaël s'assit sur le banc près du poulailler, soudain fatigué. « Ta belle-sœur, sa sœur à elle, ne pense pas ainsi.
Ma mère n'est pas la sœur de votre femme, elle est elle-même, et vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier du passé juste parce que quelqu'un veut que vous y restiez. » Les mots du garçon étaient simples, mais touchaient juste. Raphaël regarda Gabriel, ce garçon de 16 ans qui avait plus de sagesse que bien des adultes. « Ta mère t'a bien élevé. Elle a fait de son mieux, » dit Gabriel avec fierté. « Et elle mérite quelqu'un qui voit à quel point elle est spéciale. Quelqu'un qui prenne soin d'elle, comme elle prend soin de tout le monde. » Il fit une pause. « Je pense que vous êtes ce quelqu'un, mais seulement si vous vous le permettez. Et si je ne suis pas assez bien ?» demanda Raphaël tout bas. « Et si je n'arrive pas à la rendre heureuse ?»« Vous le faites déjà, » répondit Gabriel. « Je le vois dans ses yeux. Elle est plus heureuse ici, à travailler dans ce domaine, à être près de vous, qu'elle ne l'a été n'importe où ailleurs ces 2 dernières années. Seulement elle a aussi peur que ce ne soit pas réciproque, peur d'être seule à nouveau. Vous comprenez ?» Raphaël comprit, parce qu'il ressentait exactement la même chose. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il resta à regarder le plafond de sa chambre, pensant à Claire et à l'amour qu'ils avaient eu, pensant à Laure et à ce qu'il ressentait. C'étaient des choses différentes. Ce n'était pas une trahison. Claire avait été l'amour de la jeunesse, intense et pure. Laure était différente. C'était l'amour de qui connaît déjà la douleur, de qui a déjà perdu, de qui choisit d'aimer à nouveau justement parce qu'il sait à quel point c'est rare et précieux. Quand l'aube arriva enfin, Raphaël prit une décision. Il descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude. Laure était déjà là, comme toujours, préparant le café. Elle le regarda avec surprise en le voyant. « Bonjour, vous allez bien? Vous êtes levé tôt. »« J'ai besoin de vous parler, » dit Raphaël. Sa voix sortit plus ferme qu'il ne l'espérait. Laure se tendit immédiatement. « J'ai fait quelque chose de mal? »« Non, au contraire. » Il respira profondément. « Vous m'avez fait me souvenir de ce que c'est que d'être en vie, de ce que c'est de ressentir quelque chose au-delà de la douleur et du vide. Vous avez apporté la lumière dans cette maison. Vous avez apporté la vie. Et je ne sais pas faire ça correctement. Je ne sais pas comment faire la cour. Je ne connais pas les mots justes. Mais je sais que je me réveille chaque jour en voulant descendre ici parce que vous y serez. Je sais que toute la journée je cherche des excuses pour passer par la cuisine juste pour vous voir. Je sais que quand vous souriez, j'ai l'impression que le soleil est sorti même quand il pleut dehors. » Laure avait les larmes aux yeux, les mains sur la bouche. « J'ai été marié, » continua Raphaël. « J'aimais ma femme, et j'aimerais toujours sa mémoire. Mais elle est partie, et je suis resté. Et vous m'avez montré que rester ne doit pas être seulement survivre. Ça peut être vivre pour de vrai. » Il fit un pas en avant. « Alors je vous demande, Laure Mercier, si vous me donneriez une chance d'être un homme meilleur, une chance de vous rendre heureuse comme vous le méritez, une chance de construire quelque chose de nouveau sans effacer ce qui a existé avant. » Laure laissa les larmes couler librement maintenant. Elle sanglota doucement avant de réussir à parler. « J'attendais que vous soyez prêt. J'avais tellement peur que vous ne le soyez jamais. Je suis prêt, » dit Raphaël, avec une conviction qui le surprit lui-même. « Je suis prêt parce que vous m'avez montré le chemin. » Et il ouvrit les bras, geste hésitant, offrande vulnérable. Laure n'hésita pas. Elle traversa la cuisine et se jeta dans ses bras, et Raphaël l'étreignit comme si elle était une planche de salut dans une mer déchaînée. Et peut-être l'était-elle. Elle sentait la farine de blé et la lavande et quelque chose d'indéfinissable qui n'était qu'à elle. Son corps était chaud et solide contre le sien, preuve que ceci était réel, pas un rêve. Ils restèrent ainsi un long moment, simplement à se tenir, pleurant doucement tous les deux, 10 ans de douleur s'écoulant de lui et 2 ans de solitude s'écoulant d'elle. Et à la place de ces douleurs, quelque chose de nouveau grandissait, quelque chose de fragile encore, mais fort, l'espoir. Quand ils se séparèrent enfin, Raphaël tint le visage de Laure entre ses mains, essuya les larmes avec ses pouces. « Puis-je vous embrasser ?» Laure rit à travers ses larmes. « Je pensais que vous ne demanderiez jamais. » Le baiser fut doux, hésitant au début.
des lèvres se découvrant, testant. Mais ensuite, il s'approfondit, et ce fut comme rentrer à la maison après avoir été perdu trop longtemps. Ce fut comme la première respiration après être resté submergé. Ce fut un recommencement. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient difficilement, les visages rouges. Raphaël avait un petit sourire aux lèvres, un sourire sincère. Et Laure réalisa avec un choc délicieux que c'était le sourire qu'elle attendait de voir depuis son arrivée. Le sourire qui prouvait que l'homme sous la tristesse existait encore. « Vous souriez » chuchota-t-elle en touchant ses lèvres. « Vous me faites sourire » répondit-il. Et alors Marthe entra dans la cuisine, s'arrêta sur le seuil, regarda les deux enlacés et commença à rire. « Dieu merci, j'ai cru que j'allais mourir de vieillesse avant que vous deux ne vous trouviez. » Tous deux se séparèrent, gênés mais riant aussi. Et pour la première fois en 10 ans, la cuisine du Mas du Silence était pleine d'un rire véritable. Les semaines qui suivirent furent différentes de tout ce que Raphaël avait vécu. C'était une cour étrange, hors norme. Après tout, Laure vivait chez lui, travaillait pour lui, mais ils trouvèrent un moyen de rendre cela spécial. Raphaël commença à offrir de petits cadeaux, un joli ruban pour les cheveux qu'il acheta au village, un châle en laine plus chaud pour l'hiver qui s'installait, des fleurs sauvages qu'il cueillait sur le chemin, rien de cher ou d'extravagant, mais chaque cadeau disait « J'ai pensé à toi, tu comptes ». Laure préparait ses plats préférés que Marthe avait mentionnés. Elle cuisinait avec un amour encore plus évident, fredonnait toute la journée, avait un sourire permanent sur le visage qui rendait même le jour le plus froid plus chaleureux. Il volait des moments, des mains qui se touchent en passant le sel pendant le dîner, des regards prolongés à travers la table, de longues conversations sur la terrasse, après que tout le monde dormait, assis côte à côte, parfois main dans la main, parlant de tout et de rien, passé, rêve, peur, espoir. Gabriel observait tout avec la satisfaction de qui sait avoir fait la bonne chose. Sa mère était heureuse, vraiment heureuse, et l'homme qu'il avait appris à respecter et admirer vivait enfin au lieu de simplement exister. Mais tout n'était pas rose. Henri Vasseur revint. Il apparut un après-midi d'août apportant une proposition d'affaires. Il voulait acheter des chevaux reproducteurs à Raphaël. Mais tout le monde savait que l'affaire était une excuse. Il voulait voir Laure. Raphaël le reçut avec une politesse froide, mais ne réussit pas à cacher complètement sa tension quand Henri demanda après la gouvernante. « Madame Laure travaille toujours ici ?»« Elle travaille, » répondit Raphaël sèchement. « Tant mieux. J'aimerais lui parler, si possible. À propos de quoi ?» Henri sourit, quelque chose de personnel. Raphaël sentit une jalousie verte et laide lui tordre l'estomac. « Elle est occupée. Je peux attendre. » Et il attendit. Il s'assit dans le salon, buvant le café que Laure prépara, refusant de partir avant de lui avoir parlé. Raphaël resta là, présent, protecteur silencieux, même sachant qu'il semblait ridicule. Quand Laure apparut enfin, essuyant ses mains sur son tablier, Henri se leva avec un large sourire. « Madame Laure, quel plaisir de vous revoir. Monsieur Vasseur, salua Laure poliment mais sans chaleur. Que puis-je faire pour vous ?» En vérité, Henri jeta un bref coup d'œil à Raphaël avant de continuer. « Je suis venu faire une proposition de mariage. » Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Raphaël se raidit sur sa chaise, les mains se fermant en poing. Laure cligna des yeux, surprise. « Pardon, je sais que c'est soudain, » dit Henri avec un charme rodé, « mais je suis un homme direct. Je suis veuf, solitaire, propriétaire d'un domaine prospère. Vous êtes une femme admirable, travailleuse, qui mérite une vie meilleure que de travailler comme gouvernante. Je pourrais offrir confort, sécurité, respect. Pensez-y. » « Je n'ai pas besoin d'y penser, » dit immédiatement Laure. « Je remercie l'offre, mais je ne peux pas accepter. » Henri fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Je peux vous donner tout ce dont vous avez besoin. »« Vous pouvez donner des choses, » corrigea Laure, « mais vous ne pouvez pas donner ce que je veux vraiment. »« Et que voulez-vous ? » ?»« De l'amour, » dit Laure simplement. « J'ai déjà eu un mariage d'amour une fois.
Je ne me contenterai pas de moins maintenant. Et elle regarda Raphaël, un regard qui disait tout. Henri suivit le regard et comprit. Son visage se durcit. Ah! Alors c'est comme ça, vous et le patron, elle et moi allons nous marier, dit Raphaël en se levant. Voix ferme, sans place pour la contestation. Il traversa la pièce et se tint à côté de Laure, main posée possessivement sur son épaule. Alors votre proposition arrive trop tard. Henri regarda les deux. Puis il rit sans humour. Raphaël Valmont sortant enfin de son deuil. Après 10 ans. Félicitations. Mais il regarda Laure. Vous êtes sûr? Vous savez les ragots qui vont courir. La gouvernante qui épouse le patron. Ils diront que vous avez profité, que vous avez séduit un homme vulnérable. Laisse-les parler, dit Laure en levant le menton. Je connais la vérité, il connaît la vérité, c'est ce qui compte. Henri hocha lentement la tête. Alors il n'y a plus rien à dire. Bonne chance à vous. Et il sortit sans se retourner. Quand la porte se referma, Raphaël tourna Laure pour lui faire face. Tu as dit que nous allions nous marier? Tu l'as dit en premier, souligna-t-elle avec un sourire. Je l'ai dit dans le feu de l'action. Et tu mentais? Non, dit rapidement Raphaël. Je ne mentais pas, je ne te l'avais pas encore demandé correctement. Laure rit. Alors tu me le demandes maintenant? Raphaël hésita, puis décida de bien faire les choses. Il s'agenouilla là même au milieu du salon, prit la main de Laure entre les siennes. Laure Mercier, tu as sauvé ma vie sans même le savoir. Tu m'as ramené de l'endroit sombre où j'étais prisonnier. Tu m'as montré qu'il est possible d'aimer à nouveau, de vivre à nouveau. Je n'ai pas de bague maintenant, mais je vais y pourvoir. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas parfait, je viens avec un passé lourd. Mais je t'aime. J'aime ton sourire, ta force, ta bonté. J'aime comme tu chantes en cuisinant et comme tu plantes des fleurs même en hiver. J'aime comme tu prends soin de tout le monde et qu'il te reste encore de l'amour. Veux-tu m'épouser? Laure pleurait de nouveau, mais c'étaient des larmes heureuses. Elle tira Raphaël vers le haut. Lève-toi de là, grand fou, tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour moi. Et elle l'embrassa profondément avant de chuchoter contre ses lèvres. Oui, 1000 fois oui. Si vous aimez cette histoire, laissez un j'aime et partagez avec ceux que vous aimez. La nouvelle des fiançailles se répandit vite. Marthe pleura de joie et étreignit les deux. Les ouvriers félicitèrent Raphaël avec des sourires sincères. Gabriel serra sa mère fort et chuchota « Je suis heureux pour toi, maman. Tu le mérites. » Mais il y avait une personne qui devait savoir, une personne dont Raphaël craignait la réaction plus que tout autre, Béatrice. Raphaël alla personnellement chez elle au village. Il entra dans le salon où elle brodait, toujours en noir, toujours en deuil. Elle leva les yeux et sut immédiatement à son visage que quelque chose avait changé. « Tu vas l'épouser, » dit Béatrice. Ce n'était pas une question. « Oui, » confirma Raphaël. « Et je suis venu te le dire personnellement parce que tu mérites le respect. Tu as été fidèle à la mémoire de ta sœur. Tu m'as aidé à honorer Claire toutes ces années. Mais l'heure est venue d'avancer. » Des larmes coulèrent sur le visage de Béatrice. « Tu vas l'oublier. »« Jamais, » dit Raphaël avec conviction. « Claire fera toujours partie de moi. Elle a été mon premier amour. La mère du fils que je n'ai jamais connu. Elle a façonné qui je suis. Mais elle est partie. Et Laure est là. Et je l'aime, d'une façon différente, mais pas moins vraie. » Béatrice sanglota. « Je ne veux juste pas que Claire soit oubliée. » Raphaël s'agenouilla devant elle, prit les mains de sa belle-sœur. « Elle ne le sera pas, je le promets. Je raconterai tout sur elle à mes futurs enfants, comment elle était gentille et joyeuse, comment elle chantait, comment elle aurait été une mère merveilleuse. Sa mémoire vivra. Mais je dois vivre aussi. » Béatrice le regarda dans les yeux un long moment. Finalement, elle hocha la tête, un petit mouvement. « Je veux juste que tu sois heureux, Raphaël. C'est ce que Claire aurait voulu. Et si cette femme te rend heureux, alors j'accepte. » Raphaël étreignit sa belle-sœur, et tous deux pleurèrent. Ils pleurèrent pour Claire, ils pleurèrent pour le bébé qui n'avait jamais vécu,
Ils pleurèrent pour les 10 années perdues, mais ils pleurèrent aussi de soulagement, parce qu'enfin, ils laissaient aller. Le mariage fut fixé pour septembre, quand l'automne commencerait à colorer la terre. Simple, dans la petite église du village, juste les amis proches et les travailleurs du domaine. Laure n'avait pas de robe de mariée, pas d'argent pour en acheter, mais les femmes du village s'unirent et lui en firent une robe simple de coton blanc avec de la dentelle au poignet et au col, modeste mais belle. Raphaël acheta un costume neuf, le premier en 10 ans qui n'était pas noir. Il était bleu marine, une couleur que Laure disait faire ressortir le bleu de ses yeux. Le matin du mariage, Raphaël se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Il mit un moment à l'identifier. C'était du bonheur pur, sans culpabilité, sans douleur mêlée, juste la joie d'un homme qui va épouser la femme qu'il aime. Il visita le cimetière avant la cérémonie. Il s'agenouilla devant la tombe de Claire, nettoya les feuilles qui étaient tombées sur la pierre tombale. « Aujourd'hui, je vais me remarier, » dit-il doucement, « avec une femme qui s'appelle Laure. Elle est forte, Claire, forte comme tu l'étais. Elle m'a ramené. Elle m'a fait me souvenir de ce que c'est de vivre. » Et il essuya une larme solitaire. « Je t'aimerai toujours, toujours. Mais je dois continuer. J'ai besoin d'être heureux à nouveau. J'espère que tu comprends. J'espère que tu approuves. » Le vent souffla doucement à travers les arbres du cimetière et Raphaël choisit de croire que c'était une réponse. C'était une bénédiction. La cérémonie fut simple mais émouvante. Laure entra dans l'église au bras de Gabriel, belle dans sa robe simple, des fleurs sauvages dans les cheveux. Raphaël attendait à l'autel et quand il la vit, il sourit. Il sourit largement, sincèrement, sans réserve. Et plusieurs personnes dans l'église essuyèrent des larmes parce que c'était le premier vrai sourire qu'ils voyaient sur Raphaël Valmont en 10 ans. Le prêtre conduisit la cérémonie. Quand arriva le moment des vœux, Raphaël prit les mains de Laure et parla avec son cœur. « Laure, j'étais perdu dans le noir et tu as été la lumière. J'étais gelé et tu as été la chaleur. J'étais mort à l'intérieur et tu m'as ramené à la vie. Je promets de t'aimer, de te respecter, de te protéger tous les jours qu'il me reste. Je promets de te faire sourire. Je promets de planter des fleurs avec toi et de chanter même faux. Je promets de construire une vie nouvelle sans oublier le passé, mais sans y rester prisonnier. Je promets d'être l'homme que tu mérites. » Laure pleurait, mais souriait aussi. Raphaël Valmont, quand je suis arrivé dans ce domaine silencieux, je ne savais pas que j'allais trouver non seulement un travail, mais un avenir. Tu m'as montré qu'il est possible d'aimer à nouveau, qu'il est possible de choisir le bonheur. Je promets d'être à tes côtés dans les bonnes récoltes et dans les fléaux, dans les printemps et dans les hivers. Je promets de remplir notre maison de rires et de lumière. Je promets d'honorer ton passé, parce qu'il a fait de toi qui tu es. Et je promets de construire notre avenir avec tout l'amour que j'ai. » Le prêtre les déclara mari et femme. Raphaël embrassa Laure là, devant Dieu et tout le monde, et l'église explosa en applaudissements. La fête eut lieu au domaine même, dans la cour décorée de fanions colorés et de fleurs que Laure et Gabriel avaient plantées. Il y eut de la nourriture abondante préparée par Marthe et d'autres femmes du village. Il y eut de la musique, violon et accordéon, et Raphaël dansa. Il dansa avec sa femme, la faisant tournoyer dans la cour, riant quand elle lui marcha sur le pied. Béatrice vint. Elle resta dans un coin au début, toujours en noir, toujours en deuil. Mais quand Laure l'invita à danser une valse, elle accepta. Et quand elles s'étreignirent à la fin de la danse, Béatrice chuchota « Prends soin de lui. Il mérite d'être heureux. »« Je le ferai, » promit Laure, « et toi aussi tu le mérites. Ne reste pas prisonnière, Béatrice. Claire n'aurait pas voulu ça. » Béatrice ne répondit pas, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose ressemblant à de l'espoir. Gabriel dansa avec sa mère, et il y avait des larmes dans ses yeux. « Tu es belle, maman, et si heureuse. Je ne t'avais pas vue comme ça depuis avant la mort de papa. Je suis heureuse, confirma Laure. Et toi, mon fils,
Tu es bien avec tout ça? Je suis plus que bien. Monsieur Raphaël est un homme bon. Il prendra soin de toi, et il prend soin de moi aussi. Il m'apprend des choses, me respecte. C'est comme avoir un père à nouveau, différent, mais bon. Laure serra son fils fort contre elle. Ton père est fier de toi là-haut. Je sais qu'il l'est. Quand la nuit tomba et que la fête se termina, quand les invités furent partis et que le domaine retourna au silence, Raphaël emmena Laure par la main, jusqu'à la chambre qui serait désormais la leur. Il avait vidé complètement la pièce, changé les meubles, peint les murs d'une nouvelle couleur. Il n'y avait plus rien de clair ici. C'était un recommencement total. Laure regarda autour d'elle, puis regarda son mari. « Tu es sûr ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie, » répondit Raphaël. Et il l'attira pour un baiser profond, prometteur. « C'est notre vie maintenant, la nôtre. » Ils s'aimèrent cette nuit-là avec la tendresse de ceux qui connaissent la fragilité du cœur, avec la passion de ceux qui sont restés trop longtemps sans ressentir, avec la gratitude de ceux qui savent que l'amour est un cadeau rare et précieux. Et pour la première fois en 10 ans, Raphaël dormit la nuit entière sans cauchemar. Les mois qui suivirent furent faits d'ajustements et de découvertes. Laure n'était plus gouvernante. Elle était épouse, maîtresse de maison. Mais elle continua de cuisiner, continua de s'occuper du potager, continua de faire les choses qu'elle aimait. Sauf que maintenant, elle le faisait aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Raphaël changea de manière visible. Il riait plus, parlait plus, embrassait sa femme dès qu'il en avait envie, peu importe qui regardait. Il plaisantait avec Gabriel, il traitait les ouvriers avec chaleur humaine, et non plus seulement avec une justice froide. Le mas du silence cessa de faire honneur à son nom. Maintenant, il y avait de la musique, des rires, de la vie. Les fenêtres étaient toujours ouvertes. Les fleurs poussaient partout. La maison entière respirait à nouveau. Béatrice visitait moins, mais quand elle venait, elle n'entrait plus directement dans la chambre de Claire. Elle restait au salon à discuter avec Laure, parfois même elle souriait. Elle laissait lentement aller, apprenant qu'honorer les morts ne signifiait pas mourir avec eux. 1 an après le mariage, en septembre quand l'automne revint apportant ses couleurs, Laure découvrit qu'elle était enceinte. Elle le dit à Raphaël un après-midi, alors qu'ils étaient au potager, elle plantant des poireaux et lui l'aidant. Elle prit simplement sa main et la posa sur son ventre encore plat. « Il y a quelqu'un ici. » Raphaël resta paralysé. Son visage perdit ses couleurs. Laure eut un moment de panique, pensant que c'était une erreur de le dire, qu'il allait se souvenir de Claire et du bébé qu'il avait perdu et que la douleur serait trop grande. Mais alors Raphaël tomba à genoux, pressa son front contre le ventre de sa femme et pleura. Il pleura des larmes de peur, mais aussi de joie, d'espoir, de gratitude pour une seconde chance. « J'ai tellement peur », avoua-t-il contre le tissu de sa robe. « Tellement peur de te perdre, de perdre le bébé. » Laure caressa ses cheveux, maintenant plus gris mais plus alourdis par la tristesse. « Tu ne vas pas perdre. Je suis forte. Le bébé est fort. Nous allons aller bien. Tu promets ? » « Je promets d'essayer avec tout ce que j'ai. » Et elle tint sa promesse. La grossesse fut tranquille. Laure resta active, travaillant à la maison et au potager jusqu'au dernier mois. Raphaël était protecteur à l'extrême, s'inquiétait de tout, mais elle riait et le calmait. Marthe faisait des tisanes spéciales. Gabriel construisit un berceau en bois de ses propres mains. Le village entier priait pour elle. Quand les douleurs de l'accouchement commencèrent une nuit de mai, Raphaël était terrifié. Les souvenirs de Claire dans la même situation le tourmentaient. Mais Laure tint sa main fermement. « Regarde-moi, je suis là, je ne vais nulle part. » La même sage-femme qui avait assisté l'accouchement de Claire vint Madame Marguerite, maintenant plus âgée, mais expérimentée. Elle travailla avec calme et efficacité. Et quand les premiers rayons de soleil entrèrent par la fenêtre, remplissant la chambre d'une lumière dorée, un pleur fort et sain déchira l'air. « C'est une fille », annonça Madame Marguerite en souriant.
Raphaël était à côté de Laure, lui tenant la main si fort que des marques restèrent après. Mais maintenant, il regardait émerveillé le petit paquet que la sage-femme plaça dans les bras de Laure. Un bébé parfait, rosé, les yeux fermés, les poings serrés. « Elle est parfaite !» chuchota Laure, épuisée mais radieuse. « Vous allez bien ?» demanda Raphaël d'une voix tremblante. « Toutes les deux ? Vous allez bien ? Nous allons bien !» confirma Laure. Et elle plaça le bébé dans les bras de son mari. Raphaël tint sa fille pour la première fois, ce miracle minuscule, et quelque chose en lui guérit complètement. La blessure qu'il portait depuis 11 ans se referma enfin. Elle ne disparut pas. Les cicatrices restent, mais elles ne faisaient plus mal. C'était juste une partie de qui il était. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Laure. Raphaël réfléchit, puis il sourit. « Hélène. Cela signifie lumière. Et elle a apporté la lumière. Hélène Valmont. » Laure essaya le nom. Parfait. Gabriel entra dans la chambre, maintenant un jeune homme de 18 ans, fort et responsable. Il regarda sa petite sœur dans les bras de son beau-père et sourit largement. « Elle est belle et petite. »« Tu étais comme ça aussi, » dit Laure en riant. Les années qui suivirent furent de plénitude. Hélène grandit saine et joyeuse, une fillette aux cheveux châtains ondulés comme sa mère et aux yeux bleus comme son père. À 3 ans, elle courait déjà dans le domaine, suivant Gabriel partout, aidant ou gênant Laure au potager, s'asseyant sur les genoux de Raphaël pendant qu'il travaillait au bureau. Raphaël était un père dévoué et aimant, ne perdant jamais un moment avec sa fille. Chaque sourire, chaque mot nouveau, chaque découverte était célébrée. Il ne permettait pas que la douleur du passé entache la joie du présent. Gabriel se maria à 20 ans avec une jeune fille du village, et ils construisirent une petite maison sur la propriété. Il devint le régisseur du domaine, le bras droit de Raphaël, un fils véritable, en tout, sauf par le sang. Marthe vieillit tranquille en voyant la maison qu'elle avait servie si longtemps enfin pleine de vie et d'amour. Elle mourut dans son sommeil à 75 ans, en paix, sachant que sa mission était accomplie. Béatrice enleva enfin le noir à 45 ans. Elle rencontra un veuf au village, un instituteur calme et gentil, et à la surprise de tous, se maria. Elle rendait visite à Raphaël et Laure régulièrement, et il y avait de la paix en elle maintenant. Elle avait gardé la mémoire de Claire dans son cœur, mais laissé le deuil s'en aller. Et Raphaël Valmont qui avait été un mort-vivant pendant 10 ans. Raphaël qui ne souriait pas, qui ne ressentait pas, qui ne vivait pas. Ce Raphaël était méconnaissable. À 50 ans, il était un homme heureux. Il avait une épouse qu'il aimait et qui l'aimait en retour. Il avait une fille saine et joyeuse. Il avait un beau-fils qui était un fils de cœur. Il avait un domaine prospère. Il avait des amis. Il avait une vie pleine et riche. Par un après-midi de printemps, 3 ans après la naissance d'Hélène, Raphaël était sur la terrasse observant Laure et sa fille planter des fleurs dans le jardin. Laure portait une robe claire, les cheveux en chignon lâche, riant de quelque chose qu'Hélène avait dit. La fillette, à 3 ans, était déjà bavarde et drôle, pleine de questions sur tout. Gabriel rejoignit Raphaël sur la terrasse, 2 hommes observant les femmes qu'ils aimaient. « Es-tu heureux ?» demanda Gabriel. Raphaël réfléchit à la question. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu. Il pensa à tout ce qu'il avait gagné. Il pensa au long et douloureux voyage du deuil à la guérison. « Je le suis, » répondit-il finalement. « Très heureux. Ma mère aussi l'est. Tu l'as rendue heureuse. C'est elle qui m'a sauvé la première, » corrigea Raphaël. « Sans elle, je serais encore prisonnier dans cet endroit sombre. Vous vous êtes sauvés l'un l'autre, » dit sagement Gabriel. « C'est comme ça que fonctionne le véritable amour. » Raphaël hocha la tête. Le jeune homme avait raison. Laure regarda vers la terrasse et fit un signe, un large sourire illuminant son visage. Raphaël répondit au signe, et son propre sourire était automatique maintenant, naturel. Hélène courut vers la terrasse, les petits bras en l'air. « Papa, attrape-moi !» Raphaël descendit les marches et attrapa sa fille, la lançant en l'air pendant qu'elle criait de joie.
Laure s'approcha, essuyant la terre de ses mains, et Raphaël l'attira pour une étreinte familière avec leur fille au milieu. « Je vous aime, dit-il. » Les mots venaient facilement maintenant. « Beaucoup. Nous t'aimons aussi, » répondit Laure en embrassant son mari. Ce soir-là, après qu'Hélène se fut endormie et que la maison fut calme, Raphaël et Laure restèrent sur la terrasse comme ils le faisaient presque chaque soir. Assis côte à côte, mains entrelacées, regardant les étoiles. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda soudain Laure. « D'avoir attendu si longtemps, d'avoir perdu 10 ans ?» Raphaël pensa à la question honnêtement. « Je ne sais pas si j'aurais pu faire différemment. J'avais besoin de ce temps pour assimiler, pour souffrir, pour retrouver mon chemin. » Mais il serra sa main. « Je suis juste reconnaissant que quand j'ai enfin été prêt, tu étais là. »« Moi aussi, » dit Laure. « Et tu sais, monsieur Raphaël. » Elle le regarda. « Je pense que Claire est heureuse là-haut. Heureuse que tu aies avancé, que tu aies trouvé l'amour à nouveau. Je le pense aussi, » convint Raphaël. Et pour la première fois, il pensa à Claire sans douleur, seulement avec tendresse et gratitude pour le temps qu'ils avaient eu ensemble. Elle avait été une partie importante de son voyage, mais Laure était sa destination. Les années continuèrent de passer au mas du silence qui avait maintenant un nouveau nom. Laure l'avait suggéré, et Raphaël avait accepté. Il s'appelait désormais le mas de l'aurore, parce que c'était exactement cela, une nouvelle aube après la nuit la plus longue. Hélène grandit entourée d'amour, ne connaissant jamais le père sombre que Raphaël avait été. Pour elle, il fut toujours le père qui souriait, qui jouait, qui la lançait en l'air et racontait des histoires avant de dormir. Le père qui lui apprenait à planter des fleurs avec maman, qui l'emmenait chevaucher dans les champs, qui la consolait quand elle pleurait et célébrait chaque petite victoire. Gabriel eut ses propres enfants, et Raphaël devint grand-père. Il tenait ses petits-enfants avec la même tendresse qu'il tenait sa propre fille, émerveillé par la deuxième, la troisième chance que la vie lui donnait. Et chaque printemps, sans faute, Raphaël visitait la tombe de Claire. Il apportait des fleurs fraîches, nettoyait la pierre tombale, restait là quelques minutes, dans un silence respectueux. Mais ce n'était plus des visites de douleur. C'étaient des visites de paix, de gratitude pour ce qui fut, d'acceptation de ce qui est. Laure l'accompagnait parfois. Elle restait respectueusement en retrait pendant qu'il avait son moment, puis s'approchait et entrelaçait ses doigts aux siens. Sans jalousie, sans insécurité. Juste la compréhension que le cœur humain est assez grand pour honorer le passé tout en vivant pleinement le présent. Lors d'une de ces visites, alors que Raphaël avait 55 ans et qu'Hélène en avait déjà 8, la fillette posa des questions sur la femme enterrée là. Raphaël s'agenouilla à sa hauteur et expliqua avec honnêteté. « C'était ma première épouse, Claire. Je l'ai beaucoup aimée. Elle est morte avant ta naissance, mais elle a été une personne importante dans ma vie. »« Tu l'aimes encore ?» demanda Hélène avec une curiosité enfantine innocente. « J'aime sa mémoire, expliqua Raphaël, mais j'aime ta mère d'une façon différente et tout aussi vraie. Le cœur n'est pas comme un verre qui se remplit et déborde. C'est comme un jardin qui peut toujours grandir plus. » Hélène réfléchit à cela, puis hocha la tête, comme si cela avait tout son sens. Et elle plaça sa propre petite fleur sur la tombe. « Bonjour, Dame Claire. Merci d'avoir pris soin de mon papa quand il était plus jeune. Maintenant, maman s'occupe de lui, et il s'occupe de nous. Mais je pense que tu aimerais bien maman. Elle est très bonne. » Raphaël sentit les larmes lui monter aux yeux, mais c'étaient de bonnes larmes. Sa fille, avec sa sagesse simple d'enfant, avait dit exactement ce qui devait être dit. Laure s'agenouilla aussi et passa le bras autour des épaules de sa fille. « On va laisser ton papa avoir encore une petite minute, d'accord ?» Et elle ramena Hélène vers la charrette. Raphaël resta seul un instant de plus. « Merci, » chuchota-t-il à la pierre tombale. « Merci de m'avoir aimé. Merci d'avoir fait partie de ma vie. Et merci de m'avoir laissé partir. Parce que je sais, au fond de mon cœur, que tu m'as laissé, que tu voulais que je sois heureux. » Et il sourit à travers ses larmes. « Je le suis, Claire. Je le suis enfin.
Le vent souffla doucement à travers le cimetière, balançant les arbres, et Raphaël choisit de croire que c'était une étreinte finale, c'était une bénédiction, c'était un adieu en paix. Il se leva, essuya ses larmes et marcha pour rejoindre sa femme et sa fille qui l'attendaient dans la charrette. Laure tendit la main et il la prit, montant pour s'asseoir à côté d'elle. Hélène s'installa sur les genoux de son père, sa petite tête appuyée sur sa poitrine. Tandis qu'il rentrait à la maison, le soleil de l'après-midi dorait les champs verts du printemps. Le domaine apparut au loin, maison blanche aux fenêtres ouvertes, fumée montant de la cheminée indiquant que le dîner se préparait. Fleurs colorées autour de la terrasse, le son lointain de Gabriel travaillant aux écuries, poules picorant dans la cour, la vie se déroulant dans chaque recoin. Raphaël regarda tout cela et ressentit une gratitude profonde et bouleversante. Il avait tant perdu, mais il avait tant gagné aussi. Et finalement, après des années de lutte et de douleur et de lente guérison, il comprenait la vérité fondamentale. Aimer n'est pas trahir, vivre n'est pas oublier, avancer n'est pas laisser derrière. C'est honorer ce qui fut en construisant ce qui est. C'est remercier pour le passé tout en embrassant le présent. C'est planter des fleurs même en sachant qu'elles faneront, parce que les voir fleurir vaut chaque instant. C'est choisir chaque saint jour d'être présent dans sa propre vie au lieu de simplement y exister. Laure le regarda et vit la paix enfin complète sur le visage de son mari. Elle sourit et appuya sa tête sur son épaule. « À quoi penses-tu » Raphaël embrassa le sommet de sa tête, puis le sommet de la tête de sa fille. « Je pense que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je pense qu'il y a 10 ans, j'étais mort à l'intérieur. Et aujourd'hui, je suis plus vivant que je ne l'ai jamais été. Tu souris beaucoup maintenant, observa Hélène. Gabriel a dit que tu ne souriais pas avant. Je ne souriais pas, en effet, confirma Raphaël. Je suis resté longtemps triste, mais ta mère m'a appris à sourire de nouveau. Comment a-t-elle fait ça demanda la fillette. Raphaël regarda Laure, ses yeux couleur de miel brillants d'amour et de compréhension. Elle a été elle-même, et ce fut plus que suffisant. La charrette continua sur le chemin de terre, les roues chantant une chanson monotone mais réconfortante. Au loin, le mas de l'aurore les attendait. Ce n'était plus un lieu de silence et de douleur. C'était un foyer. C'était la vie. C'était l'amour. Et Raphaël Valmont, le propriétaire veuf qui passa 10 ans sans sourire, qui croyait que le bonheur avait été enterré avec sa première épouse, qui vécut comme un fantôme dans sa propre vie, comprenait enfin. L'amour véritable ne meurt pas quand la personne meurt. Il se transforme, il devient une mémoire précieuse, gardée dans le cœur. Il devient une fondation sur laquelle de nouveaux amours peuvent être construits. Il devient la preuve que le cœur, aussi brisé soit-il, peut guérir, peut aimer à nouveau, peut choisir la vie sur la mort, l'espoir sur le désespoir, la lumière sur l'obscurité. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, une femme spéciale franchira le portail de votre domaine silencieux par un matin quelconque de mars. Une femme aux yeux couleur de miel et au sourire qui réchauffe même les jours les plus froids. Une femme qui plante des fleurs et chante en cuisinant et choisit la gentillesse même après avoir souffert. Une femme qui n'essaiera pas d'effacer votre passé, mais vous montrera que l'avenir peut encore être beau. Une femme qui vous fera sourire à nouveau. Et quand vous sourirez enfin, après des années d'hiver émotionnel, vous réaliserez que le printemps revient toujours, toujours. Parfois il tarde, parfois il semble impossible, mais il revient. Et cela vaut la peine d'attendre. Raphaël Valmont avait attendu 10 ans, et quand Laure Mercier entra dans sa vie, il comprit que chaque jour de ces 10 ans, aussi douloureux fut-il, l'avait mené jusqu'à ce moment, jusqu'à cette femme, jusqu'à cette seconde chance de bonheur. Et il n'allait pas en gâcher un seul jour. Le soleil se coucha peignant le ciel de rose et d'orange, tandis que la famille arrivait à la maison. Laure descendit de la charrette et commença à marcher vers la maison. Mais Raphaël la tira en arrière, la fit tourner pour lui faire face, et l'embrassa là même au milieu de la cour, pendant qu'Hélène riait, et que Gabriel, qui était venu les accueillir, sifflait pour les taquiner.
Je t'aime, dit Raphaël quand ils se séparèrent. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Je sais, répondit Laure en touchant son visage. Et tu sais ce qui est le mieux. Tu sais enfin que tu mérites d'être aimé aussi. Et il le savait. Enfin, après des années de culpabilité et de douleur, il le savait. Les trois entrèrent dans la maison main dans la main, et la porte se referma derrière eux, laissant seulement le son du vent soufflant sur les champs et le dernier chant des oiseaux avant la tombée de la nuit. Et si vous passiez par le mât de l'aurore cette nuit-là, par la fenêtre éclairée, vous verriez une famille dînant ensemble, des rires remplissant la pièce, une fillette racontant des histoires animées sur sa journée, un jeune couple avec un bébé en visite, une femme servant un repas fait avec amour, et un homme au centre de tout, souriant toujours, parce que Raphaël Valmont avait enfin appris la leçon la plus importante de toutes, la vie continue, et quand vous choisissez de continuer avec elle, quand vous choisissez d'ouvrir votre cœur, même après qu'il a été brisé en morceaux, quand vous choisissez de planter des fleurs même dans l'hiver le plus cruel, quand vous choisissez de sourire même à travers les larmes, alors oui, vous êtes véritablement en vie. Et ceci, la plus belle histoire d'amour entre le propriétaire veuf et la seule femme qui l'a fait sourire après 10 ans, est une histoire sur exactement cela, sur mourir à l'intérieur et choisir de vivre à nouveau, sur tout perdre et découvrir qu'il y a encore beaucoup à gagner, sur honorer le passé tout en embrassant l'avenir, sur le pouvoir transformateur d'un sourire véritable après une décennie de larmes. Et sur comment l'amour, le véritable amour, celui qui guérit et construit et transforme, trouve toujours un chemin, toujours.